beaucoup, Madame la rectrice, Monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon, Monsieur le président de la FAGE, cher Alexandre, et Mesdames et Messieurs, chers amis. D'abord, merci pour votre invitation à participer à ce séminaire et à m'exprimer devant vous. Je connais bien, je finis par bien connaître la FAGE et je voudrais d'abord commencer par vous féliciter honnêtement de la qualité des travaux que vous conduisez ici. Je sais que ce séminaire vient conclure un cycle de réflexion et de démocratie participative de près de 6 mois dans le cadre des États généraux de la pédagogie que vous avez lancé l'hiver dernier. Et je salue absolument cette démarche qui va être une contribution très précieuse au débat sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et je voudrais en particulier vous remercier d'avoir pris le temps d'échanger sur le processus de Bologne et en profiter pour vous dire que le gouvernement souhaite absolument se réinvestir dans ce processus. Je serai d'ailleurs dans quelques jours à Erevan pour marquer la priorité que nous y accordons, puisque nous souhaitons, nous, la France, prendre la présidence du groupe de suivi de ce processus pour les 2 ans à venir, ce processus qui a toute son importance en matière d'harmonisation de l'enseignement supérieur. C'est la première fois, vous me disiez, qu'une ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche intervient devant vous. En vérité, ça ne veut pas dire que nous nous découvrons, puisque j'ai eu le plaisir d'être dans de précédentes fonctions ministre de la Jeunesse et que nous avons beaucoup travaillé ensemble. Je connais bien le dynamisme de votre organisation. Je sais la vitalité associative, qui est assez incontestable, honnêtement, et très appréciée. Et puis, je sais aussi que vous avez une vraie expertise en matière de vie étudiante et de pédagogie. Et je voudrais à la fois saluer les élus de la FAGE au niveau national, mais aussi tous vos responsables, vos fédérations locales ou monodisciplinaires. La FAGE, c'est un acteur du monde étudiant, mais plus largement un acteur de la citoyenneté des jeunes. Et je sais combien la culture du débat, ça fait partie de votre ADN, parce que vous l'avez parfaitement compris, c'est cette culture du débat qui va permettre aux jeunes de comprendre la société, de s'y intégrer et ensuite de la transformer. Et donc, je veux vous dire mon respect pour cette organisation fédérée par des valeurs d'engagement, vous l'avez dit, forte de ses convictions et en même temps soucieuse de faire progresser les droits des étudiants. Alors, venons-y à ces étudiants et à cette jeunesse que vous avez qualifiée, Alexandre, d'impatiente. Oui, c'est vrai qu'elle est impatiente, je sais bien. La pression qui s'exerce aujourd'hui sur les jeunes, obtenir son diplôme dans le temps le plus rapide possible, se projeter rapidement, tout aussi rapidement dans le marché du travail. Je sais bien à quel point cela peut pousser à un certain individualisme et à quel point ça peut marginaliser les plus faibles d'entre vous. Certains sociologues ont fait l'analyse d'une fracture générationnelle dans notre société. C'est vrai que nous sommes confrontés à un double défi, celui du vieillissement de la population et en même temps celui de l'appauvrissement de la jeunesse, et que face à ce double défi, les sociétés européennes, de manière générale, car ça dépasse nos frontières, ne peuvent pas se permettre de laisser les générations vivre les unes à côté des autres sans faire en sorte qu'elles vivent véritablement ensemble. Et je crois que l'impatience de la jeunesse, ça témoigne d'une demande de solidarité sociale, mais aussi d'une demande de solidarité intergénérationnelle dont on doit tenir compte. J'y reviendrai, mais je voudrais commencer par vous dire que le président de la République, François Hollande, en plaçant son mandat sous le signe de la jeunesse, n'a pas choisi qu'un slogan de campagne, qu'il a fait le choix délibéré d'offrir d'autres perspectives à ces jeunes, qu'il a pris la mesure de vos attentes, qu'il a pris date, et je voudrais qu'on commence tout de même par mesurer le chemin parcouru depuis maintenant presque 3 ans. Le chômage des jeunes d'abord, trop élevé bien sûr, mais il a reculé de 2 points depuis 2012. Et en créant en particulier les 150 000 emplois d'avenir que nous avons créés, l'État a pris ses responsabilités sur ce sujet. La loi sur l'encadrement des stages, vous avez évoqué les stages tout à l'heure, le statut des stagiaires que nous avons fait voter, redonne aux stages enfin leur dimension pédagogique et permet de lutter contre le bizutage social qui était imposé aux jeunes au nom d'un prétendu manque d'expérience qui avait fini par justifier tous les abus. La garantie jeune que nous avons mise en place,
qui permet d'accompagner vers l'emploi 50 000 jeunes les plus vulnérables, pour la plupart issus des quartiers populaires, des quartiers prioritaires de notre pays. 50 000 jeunes d'ici 2015, 100 000 en 2017. Tout cela pour les aider à rebondir, à s'insérer, y compris avec une allocation. La nouvelle prime d'activité qui s'annonce, que le Premier ministre a récemment détaillée, qui sera créée grâce à la fusion du RSA et de la prime pour l'emploi, et qui mettra enfin fin, et je sais que vous avez combattu pour cela, à cette discrimination par l'âge complètement injustifiée, qui excluait les travailleurs de moins de 25 ans du bénéfice du RSA. Ça veut dire quoi, concrètement, cette nouvelle prime pour l'emploi? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'entre 700 000 et 1 million de jeunes travailleurs pauvres pourront désormais être éligibles à cette nouvelle prime, quand seulement 8 500 jeunes bénéficient aujourd'hui du RSA activité. Et puis, il y a bien sûr les bourses, les 450 millions d'euros qui ont été investis depuis 2012 dans le système des bourses pour les étudiants, dont 200 millions fait uniquement de mesures nouvelles pour aider 150 000 nouveaux étudiants qui jusqu'à présent ne bénéficiaient tout simplement de rien. Oui, le gouvernement, je crois qu'on peut le dire, le gouvernement a fait de l'amélioration des conditions de vie des étudiants une véritable priorité. Et puis, il y a les étudiants étrangers. Vous l'avez évoqué, dès notre arrivée, nous avons décidé d'abroger la circulaire Guéant parce que nous voulions rompre avec ces politiques du passé qui, elles, pour le coup, tournaient le dos à la tradition d'accueil de la France, au rayonnement international de nos universités. Depuis 2012, de manière générale, les moyens, la politique en faveur des jeunes n'a cessé de se renforcer. Et quand vous prenez les chiffres, tout simplement, pour ceux qui aiment les chiffres, vous savez, les moyens qu'on consacre aux jeunes de 16 à 25 ans, on estime à 85 milliards d'euros, aide directe, aide indirecte, eh bien ces moyens ont augmenté entre 2012 et 2015 de 12%. La priorité jeunesse, elle est véritablement concrète et tangible. Ces orientations, elles étaient attendues par vous, je le sais, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est pour solde de tout compte et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il faut bien sûr qu'on aille plus loin, mais c'est mon objectif, mon horizon, mon ambition, et comptez sur ma détermination totale pour le faire. Vous avez en particulier évoqué tout à l'heure la nécessité de relancer la démocratisation de l'enseignement supérieur. Vous avez raison, c'est une priorité qui guide complètement l'action du gouvernement, et je rappelle ici que la loi de 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche nous donne comme objectif d'atteindre les 50% d'une classe d'âge qui soit diplômée de l'enseignement supérieur. C'est une ambition exceptionnelle que nous avons de former au plus haut niveau une partie importante de notre jeunesse. C'est une ambition qui avait été un peu délaissée ces dernières années. Au fond, plus nos prédécesseurs parlaient de gouvernance des universités, et moins on parlait de l'essentiel, c'est-à-dire la réussite des jeunes et le projet du pays pour son enseignement supérieur. Et j'ai la conviction d'ailleurs que c'est parce que la République avait fini par abandonner ce dessein, cette ambition, que la jeunesse s'inquiétait pour son avenir. Et il y avait de quoi. C'est vrai que les voix qu'on finissait par entendre trop fréquemment, y compris parfois au sein de la communauté universitaire, qui remettaient en cause l'ouverture sociale, la massification de l'enseignement supérieur, considérée comme responsable de tous les malheurs, ces voix ont de quoi inquiéter. Surtout, ces voix sont complètement à côté de la plaque, comme si le fait d'avoir plus d'étudiants venus d'horizons plus différents était véritablement un problème. Comme si le transfert de la recherche était une dénaturation de la recherche, comme si la formation tout au long de la vie des salariés était une mission subalterne pour les universités. Il ne faut pas se tromper. Et il faut l'affirmer haut et fort, comme vous venez de le faire. Oui, élever le niveau de qualification de toute une génération, c'est un défi majeur pour le pays, mais c'est d'abord un facteur de progrès social, économique et démocratique. Tous les travaux de recherche qui ont été conduits sur le sujet montrent à quel point le diplôme, ça reste le meilleur rempart contre le chômage. Et donc former la jeunesse, avant d'être une dépense, c'est un investissement collectif qui nous aide à préparer l'avenir.
C'est pour cette raison que je défendrai, je le redis ici clairement, avec beaucoup de conviction, que je défendrai le libre accès de tous les bacheliers à l'enseignement supérieur et que je m'opposerai à l'introduction de toute barrière sélective à l'entrée de l'université. Et je sais pouvoir compter sur votre soutien et je vous en remercie. À l'heure où les effectifs étudiants continuent de progresser à un rythme rapide, vous le savez, il faut qu'on veille surtout à ne jamais céder au réflexe malthusien. À l'horizon 2023, à l'horizon 2023, dans 10 ans, le nombre d'étudiants devrait avoir augmenté de près de 10% par rapport au niveau de 2013. La France devrait alors compter 2,8 millions d'étudiants contre 2,5 millions aujourd'hui. Alors je crois, comme vous, en effet, qu'il nous faut porter un projet positif pour l'enseignement supérieur et redonner du souffle à sa démocratisation. On est dans une société, on connaît le constat, dans lequel la durée de vie s'allonge, le progrès scientifique et technique est important, il y a une évolution des savoirs aussi, et tout cela nous pose un double défi. Il faut qu'on sache à la fois organiser la formation supérieure de toute une génération pour faire bénéficier l'ensemble de la société des savoirs réservés jusqu'ici. Et au fond, les deux volets de cette ambition, organiser la formation supérieure de toute une génération et faire bénéficier l'ensemble de la société des savoirs, eh bien, cela constitue pour nous un choix de société majeur. Il faut, pour qu'on y arrive, mettre l'université au service des étudiants. Il faut donner les moyens à ces étudiants de construire leur émancipation, leur insertion professionnelle. Et puis, en même temps, il faut mettre l'université au service des besoins de la société en matière de qualification, de savoir, de recherche et d'innovation. Et en la matière, je voudrais quand même le dire, on ne le dit pas assez, mais nous n'avons pas à rougir. Nous pouvons être fiers vis-à-vis de l'étranger en particulier. Nous pouvons être fiers du dynamisme, de la capacité d'innovation de nos universités. On peut être fier d'un certain nombre de réussites absolument formidables, ce qui ne nous empêchera pas d'ouvrir, je le disais, de nouveaux chantiers. Le premier chantier, c'est la réussite des étudiants et la réforme des premiers cycles. Vous savez que la loi de 2013 a fait déjà un socle ambitieux, un socle législatif ambitieux, sur lequel maintenant il faut nous appuyer pour construire la réforme donc, du premier cycle. Eh bien, nous allons déployer l'ensemble des mesures que cette loi de 2013 prévoyait, la simplification du maquis des intitulés de diplôme, grâce à laquelle nous avons plus de visibilité pour les étudiants et pour les employeurs, et que nous allons poursuivre. L'accès facilité des bacheliers professionnels au STS et des bacheliers technologiques aux IUT, parce qu'on sait que leur taux de réussite est bien supérieur dans ces filières. C'est un progrès. C'est un progrès pour lutter contre l'orientation par défaut. C'est un progrès pour éviter d'enfermer des jeunes dans des parcours auxquels ils ne se sont pas préparés. Et je serai attentive, évidemment, à ce que cet accès soit facilité et la mise en œuvre très rapide. Et puis la loi encourage la spécialisation progressive en licence pour faciliter les réorientations des étudiants sans passer par la case redoublement. Je sais que vous y êtes attachés, et là encore, l'État renforcera son pilotage stratégique lors de chaque vague d'accréditation, tout en laissant, bien entendu, l'innovation pédagogique s'exprimer. Chacun de ces points, je sais, a trouvé votre soutien. Il faut poursuivre dans cette voie et nous doter d'une feuille de route ambitieuse en matière de réforme pédagogique. Au CNESER récemment, c'était en septembre dernier, vous avez reçu le rapport de Claude Bertrand sur la pédagogie à l'université. Je crois qu'il ouvre des pistes intéressantes. D'abord, clairement, il faut le dire avec lui, les difficultés que rencontrent les étudiants en premier cycle universitaire ne sont pas une fatalité. Qu'il s'agisse de l'orientation, du continuum Bac 3, Bac plus 3, de la spécialisation progressive, de l'impact de la révolution numérique, tous ces sujets, je souhaite que nous puissions en discuter. Et nous allons le faire dans les tout prochains mois. Il en va de l'excellence de notre université, parce que cette excellence, ça ne doit pas être seulement l'excellence de la recherche. L'excellence de nos universités, l'excellence partagée,
c'est la capacité de nos formations à répondre aux aspirations des jeunes et aux besoins en compétences et en innovation de notre pays. Nous allons donc de tous ces sujets discuter, avancer et poursuivre par exemple la rénovation des formations de santé, puisque vous y avez fait allusion. C'est vrai que l'échec y est encore très important, dévastateur même, malgré la mise en place de la première année commune aux études de santé, qui a constitué certes un progrès par rapport aux années antérieures, mais ça n'est pas encore cela. C'est pour ça que la loi de 2013 a ouvert la possibilité pour les universités qui le souhaitent de mettre en place, à titre expérimental, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Ces expérimentations, elles ont pour vocation de permettre les réorientations sans redoublement, mais aussi de diversifier les modes d'accès aux professions de santé. Aujourd'hui, 10 universités proposent ces expérimentations, notamment l'Université d'Angers. Sachez que nous suivons cela avec beaucoup d'attention et que, bien sûr, nous examinerons les conditions de la généralisation puisque c'est l'objectif que nous voulons atteindre. On poursuivra aussi la réforme des études paramédicales parce qu'il s'agit là encore d'améliorer la reconnaissance universitaire de ces études, conformément d'ailleurs aux standards européens. Vous vous souvenez que Geneviève Fioraso avait demandé à l'IJENR un rapport il y a maintenant 2 ans pour analyser cette situation et faire des propositions. Eh bien, je vous confirme ici notre volonté de poursuivre ce processus d'universitarisation de ces formations avec ma collègue Marisol Touraine. Évidemment, cette réforme du premier cycle nécessite des moyens, et je n'esquiverai évidemment pas ce débat des moyens. Là encore, peut-être pour rappeler que depuis 2012, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche a bénéficié de 300 millions d'euros supplémentaires. Je vous confirme ici que le gouvernement va bien sûr poursuivre, notamment la création des 1000 postes d'enseignants-chercheurs, mais aussi de personnel technique et administratif, chaque année jusqu'en 2017. Et je voudrais vraiment que chacun mesure l'effort exceptionnel que ça représente par ces temps assez difficiles pour les finances publiques. Je me suis battue, j'ai obtenu gain de cause pour que les prélèvements sur les fonds de roulement des universités soient ponctuels, d'un montant très limité, et surtout pour que cette somme soit redéployée au bénéfice de tous les établissements d'enseignement supérieur. Il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que j'entends ici ou là, d'une économie sur le dos des universités pour combler le déficit de l'État, ni d'une remise en cause de la capacité des universités à investir, et ça ne concerne en rien le budget de fonctionnement. C'est une mesure qui a vocation à être redistribuée sur d'autres établissements d'enseignement supérieur qui ont davantage de besoins. Enfin, la relance de la démocratisation. Ça passe par des conditions de vie étudiantes qui, là encore, peuvent toujours être améliorées, et je sais combien vous y êtes attachés. Je voudrais d'ailleurs vous remercier sincèrement pour votre engagement au quotidien et vous dire combien j'ai toujours été intéressée par votre proposition d'année de césure. Et je souhaite aussi que cet enjeu fasse l'objet d'avancées lors de la concertation sur la vie étudiante qui va venir et sur laquelle je reviendrai dans un instant. Mais puisqu'on parle de conditions de vie étudiante, d'abord, là encore, rappelons ce qui a été fait depuis 2012. La construction de 40 000 logements étudiants supplémentaires sur laquelle nous nous étions engagés sur la durée du quinquennat est bel et bien engagée. Puisque, vous avez vu la semaine dernière, nous avons eu l'occasion avec ma collègue en charge du logement de nous féliciter de ce que 12 000 nouveaux logements étudiants avaient été livrés en 2013 et 2014, soit un quart des objectifs de ce plan de 40 000, et que nous devrions atteindre les 20 000 nouveaux logements étudiants d'ici la fin de l'année. Il nous faut encore accélérer, et j'ai envoyé en janvier dernier une circulaire au préfet, au recteur, pour qu'ils puissent, et je vous demande aussi d'apporter votre contribution en la matière, pour qu'ils puissent examiner toutes les opportunités foncières, qu'ils aident à lever tous les blocages dans tous les territoires. Il faut que la mobilisation des acteurs locaux soit la plus totale possible, et bien sûr, votre contribution à nouveau sera précieuse. La réforme
des bourses que j'évoquais tout à l'heure, là encore, au fond, ça marque, je crois, la reconnaissance de la société pour la qualification des jeunes et la confiance que l'on place en vous. 132 000 boursiers supplémentaires qui ont, depuis la rentrée 2014, bénéficié d'une bourse échelon 0 bis de 1 000 € annuels. 2 000 allocations annuelles comprises entre 4 000 et 5 500 € qui ont été créées pour des étudiants en situation d'autonomie avérée. L'ensemble des bourses qui a été revalorisé à hauteur de 0,7%, soit plus que l'inflation, afin de préserver le pouvoir d'achat des étudiants boursiers. Et puis, depuis 2013, 30 000 étudiants issus des familles aux revenus les plus faibles qui ont bénéficié du nouvel échelon 7, qui a permis la revalorisation de 15% de leur bourse, soit 800 € par an. Pardonnez-moi de rentrer ainsi dans les détails, mais je m'étonne toujours de voir à quel point, d'une certaine façon, boucher à avaler n'a plus de saveur et combien on oublie ces mesures que nous avons adoptées, sur lesquelles il faut en permanence revenir, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ça représente un effort budgétaire qui est de plus de 400 millions d'euros. Et c'est un effort qui, dans un contexte difficile comme celui que vous connaissez, est sans équivalent, sans précédent depuis 15 ans. J'en profite d'ailleurs ici pour vous rassurer sur un point qui a pu être évoqué dans le débat public. Il n'est pas question de changer le mode de calcul des bourses l'an prochain. À ce stade, je crois que c'est de stabilité avant tout que nous avons besoin. Cela étant, au-delà des bourses, bien sûr, il faut ouvrir d'autres chantiers. Et donc, j'en viens à cette concertation sur un plan national de vie étudiante. Je voudrais qu'on l'élabore ensemble pour que des mesures qui sont très attendues par les étudiants puissent venir compléter cette réforme des bourses. Ce plan devra être au service de deux objectifs essentiels. D'abord, renforcer l'accessibilité sociale à l'enseignement supérieur et ensuite améliorer la construction du parcours d'autonomie des étudiants. Je voudrais en particulier que notre concertation s'organise autour de 4 enjeux qui me paraissent majeurs. Le premier, simplifier les démarches et renforcer l'accès aux droits pour les étudiants. Être étudiant, ça ne doit plus être synonyme de parcours du combattant. On sait que c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Il faut mieux accompagner les étudiants à chaque étape de leur parcours. Je pense à l'entrée dans l'enseignement supérieur, au calendrier, aux modalités d'obtention d'une bourse ou d'un logement, aux simplifications des demandes d'aide au logement, à la multiplicité des interlocuteurs qu'ont aujourd'hui les étudiants et en particulier les étudiants étrangers. Nous pouvons simplifier tout cela, tous ces sujets seront sur la table et vous pourrez évidemment défendre vos idées. Le second sujet, le second enjeu, c'est l'amélioration des conditions de vie et de réussite. Et je pense en disant cela aux droits que nous devons accorder aux étudiants qui travaillent pour financer leurs études, mais aussi à des sujets comme la qualité de la restauration sociale sur les campus ou encore le droit au logement. Je souhaite, sur ce dernier sujet en particulier, rendre l'attribution des logements plus juste et plus transparente en définissant par décret des critères d'attribution objectifs pour tous les logements étudiants, que ce soit des logements gérés par les réseaux des œuvres universitaires ou pas. Le troisième axe, le troisième enjeu de ce plan concernera la santé des étudiants. Nous devons améliorer l'accès aux soins. On sait que près d'un tiers des étudiants déclarent y renoncer. Alors il nous faut développer des offres de soins adaptées sur les campus. Et nous avons notamment cet objectif de créer 30 centres de santé universitaires d'ici 2017. Mais il nous faut aussi réfléchir à la rénovation de la prévention en milieu universitaire. Enfin, le dernier enjeu, c'est, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, la nécessité de redynamiser la vie des campus, ou de dynamiser, je ne sais pas si elle a été plus dynamique qu'autrefois, mais de dynamiser la vie des campus et de faire des étudiants des acteurs dans leurs établissements. Et c'est vrai que cette question des rythmes et des temps étudiants sera posée dans le cadre de cette concertation, au cœur des politiques d'établissement, faire en sorte que les étudiants s'impliquent dans leur vie de campus, mais aussi dans l'évaluation des formations, dans l'évaluation de leurs établissements,
faire en sorte que les engagements des étudiants aussi soient mieux valorisés, mieux reconnus dans le cursus, et puis faire en sorte, si vous en connaissez un rayon sur ce sujet, que les conditions d'exercice des responsabilités des élus étudiants soient aussi clarifiées. Ce ne sont là que de premières réflexions, et je compte vraiment sur la concertation qui va s'ouvrir pour alimenter ce plan national de vie étudiante. Cette concertation, y seront associées les organisations étudiantes, les conférences d'établissement, le CNUS, les représentants des collectivités et les associations spécialisées. Mais je souhaite que nous allions malgré tout vite pour que de premières mesures puissent s'appliquer dès la rentrée prochaine, ce qui signifie que les conclusions de cette concertation devront être remises à la fin de cette année universitaire. Chers amis, le service public d'enseignement supérieur doit, vous l'aurez compris, en tout cas c'est mon intention, être remis en mouvement au service des politiques de démocratisation qui donnent toute leur place aux étudiants. Il faut en effet les remettre au cœur du fonctionnement des universités, vous l'avez dit tout à l'heure, et reconnaître leur contribution aux transformations indispensables de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur doit s'ouvrir à tous les publics, au-delà des étudiants, il doit s'ouvrir aux salariés. Et la révolution de la formation tout au long de la vie à l'université, elle est encore devant nous, elle est à construire, mais elle est terriblement enthousiasmante, elle aussi. Et puis l'enseignement supérieur, c'est aussi, au fond, le cœur de notre cohésion sociale et de notre pacte républicain. Et à ce titre, il faut veiller à ce qu'il ne reste pas en retrait de certaines évolutions de notre société. Je pense, ça ne vous étonnera guère, aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous savez qu'avec la loi de juillet 2013, nous avons passé un premier cap important, que les femmes et les hommes participent ensemble à la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur. Eh bien, malgré cela, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce qu'avec seulement 6,5% de femmes dirigeantes dans le supérieur, la France soit vraiment en fin de classement en matière d'accès des femmes aux responsabilités de tous les pays qui l'entourent. Nous avons un vrai sujet et nous avons bien des étapes à franchir pour le résoudre. Ça passe, on le sait, notamment par l'orientation des femmes dans certaines filières. Nous travaillons sur ce sujet. Vous savez que le ministère a lancé l'année dernière une campagne pour faire tomber certains préjugés et combattre l'autocensure dans l'orientation. De manière plus générale, c'est, je crois vraiment dans l'enseignement supérieur que se gagnera la bataille de l'égalité professionnelle. Et puis, au-delà, nous devons faire en sorte que cet espace de l'enseignement supérieur soit un espace exemplaire de respect, qui ne tolère plus aucune violence à l'égard des femmes, des hommes, une tolérance zéro, qui ne doit pas être que symbolique. Et je salue vraiment les établissements qui ont mis en place des procédures pour lutter, par exemple, contre le harcèlement sexuel. Je crois qu'il y a là un cadre qui est posé et que c'est l'image de nos établissements qui se joue. Il nous faut donc toujours aller plus loin. Je ne voudrais pas être beaucoup plus longue. En conclusion, voilà quelles sont les orientations de ce gouvernement, voilà quelles sont mes orientations. L'enseignement supérieur est en mouvement, il s'ouvre, il est dynamique, son internationalisation est en marche et je sais combien vous y tenez. L'enseignement supérieur, c'est une priorité de ce gouvernement, pas seulement dans les discours, mais aussi dans les actes. Une priorité budgétaire, une priorité politique, une priorité qui doit être chaque jour réaffirmée. Alors, je vous remercie par avance de contribuer à nos côtés. Vous savez que je serai à votre écoute attentive, parce que je sais la qualité de vos expertises. Merci pour votre engagement, merci de défendre les étudiants et merci d'y croire.